Bonjour, mon nom est Michel Bélanger, je suis avocat, je suis cofondateur du Centre québécois du droit de l'environnement. Je remplace ce soir Geneviève Paul qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc j'ai accepté un peu à la dernière minute de relever ce défi, donc vous m'excuserez, j'ai pas la réponse à tout et je m'en remettrai également à la présentation qu'elle avait normalement préparée. Le Centre québécois du droit de l'environnement, pas mal tout le monde le connaît. On intervient dans différents dossiers juridiques en support aux citoyens et groupes de citoyens. Le dossier Énergie Saguenay gazoduc ne fait pas exception à la règle. On est présent dans le dossier depuis pas mal le début et on est là en appui aux différents citoyens et groupes pour les informer des différents volets juridiques du dossier. Bien entendu, tous les dossiers n'ont pas la même, je dirais, le même contenu, implication juridique. À cette étape-ci du processus des démarches d'évaluation environnementale, notre rapport est relativement accessoire. On suit le processus, le respect des différentes dispositions et des mesures entourant les évaluations environnementales, mais il n'y a pas tant de contenu juridique que ça, donc mon exposé va être relativement, je dirais, descriptif, bien que vous allez voir, on a quand même certains volets, certains enjeux environnementaux et juridiques importants à suivre et à ne pas perdre de vue, même à cette étape-ci du dossier. Bon, alors voilà donc au point où on est rendu dans ce processus, dans les processus d'évaluation, on comprend que tout le monde a suivi. On a deux projets qui sont évalués tant au fédéral, tant au provincial. Et bien entendu, il y a des demandes très logiques qui ont été faites dès le départ par les citoyens, les groupes de citoyens appelés à participer à ces différents processus-là, notamment le fait qu'on puisse évaluer globalement l'ensemble des projets. Cette demande-là, fort logique, a quand même également des implications ultimement sur les conclusions que l'un et l'autre des organismes de consultation seraient appelés à rendre. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans différents dossiers. Ce manque de cohérence-là fait en sorte que chacun des organismes appelés à évaluer le projet va devoir limiter son évaluation à un morceau sans jamais pouvoir tenir compte de l'ensemble du portrait. Et une des composantes les plus importantes des processus d'évaluation environnementale, c'est toujours la conclusion à savoir si le projet est justifié, la justification du projet. Or, à partir du moment où on scinde les projets en plusieurs évaluations, ben, les uns et les autres ne peuvent pas tenir compte de la justification qui impliquerait l'approbation ou non d'un autre projet dans un autre processus. Autrement dit, pour dire simple, faire ça simple, lorsqu'on aura construit ou lorsqu'on évaluera, par exemple, le projet d'énergie Saguenay, bien, s'il n'y avait pas de gazoduc pour amener le gaz, bien, ce processus-là aurait aucune justification. Inversement, un gazoduc qui aboutit nulle part, dans aucun port pour le retransporter, donc, et d'autres équipements connexes, n'aurait pas non plus sa justification. Donc, les deux projets sont tributaires l'un de l'autre, mais par ailleurs, on se refuse à évaluer l'impact global des deux. Donc, éventuellement, on devra faire avec le fait qu'on a approuvé, par exemple, un gazoduc, mais encore faut-il maintenant nécessairement approuver la deuxième étape qui par le fait même se justifie d'autant que le tuyau est rendu là, mais qu'on doit en faire quelque chose. Donc, cette espèce d'absence de cohérence-là frustre beaucoup les gens et à raison. Et malheureusement, c'est pas la démarche qui a été retenue jusqu'à maintenant dans ces dossiers-là. Donc, voilà, je vais résumer où est-ce qu'on en est finalement dans chacun des processus, en commençant par le projet d'énergie Saguenay. Le projet d'énergie Saguenay a débuté, vous allez le voir que l'ensemble des projets ont débuté à peu près tous au même moment. Donc, il est évalué au fédéral par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. On a donc eu un premier dépôt de projet en novembre 2015.
qui a été suivi en mars 2016 par la réaction du gouvernement qui s'exprime dans ce genre de processus-là, toujours de la même façon, par la rédaction d'une directive d'études d'impact. Donc, c'est un peu le menu, l'ordre du jour fixé par l'agence fédérale après consultation des différents ministères concernés sur les différents aspects qu'on souhaiterait voir abordés dans l'étude d'impact, laquelle étude d'impact va être le seul document, le principal document sur lequel portera l'évaluation environnementale qui va s'en suivre et les audiences publiques. Donc, c'est quand même une étape et c'est quand même une démarche extrêmement importante dans le processus. On peut constater d'entrée de jeu que lorsqu'on parle d'un dépôt de projet, d'un projet d'importance comme celui-là, en novembre 2015 et le dépôt des lignes directrices par le gouvernement en mars 2016, c'est des délais, ce sont des délais extrêmement serrés. Et lorsqu'on entend parfois dire que ce sont des processus extrêmement longs, que l'industrie trouve ça lourd, pénible, et on l'a souvent répété dans des audiences publiques, dans des consultations, si c'est lourd et pénible, c'est dû au délai. Les délais ne sont pas maintenant, certainement plus en 2019, le fait des gouvernements ou des fonctionnaires qui se traînent les pieds. Vous allez voir dans tous les processus qu'on va voir tout à l'heure, la réaction du gouvernement est relativement rapide de son côté par après le travail qui incombe aux entrepreneurs eux-mêmes prend beaucoup plus de temps. Donc, on passe de novembre 2015 à mars 2016 avec la directive d'études d'impact. Après ce délai-là, l'entreprise engage ses experts et là, ils se mettent à la rédaction de l'étude d'impact. Et on voit le 20 février 2019, l'étude d'impact est enfin déposée par GNL Québec. Donc, ça a pris quand même un certain nombre, quasiment 3 ans. Encore une fois, en l'espace d'à peine un mois, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale envoie une lettre à GNL Québec pour lui faire part, normalement, cette étape-là, de la conformité, finalement, de l'étude d'impact à la directive qui avait été. Donc, les éléments qu'on aurait souhaité voir abordés, tels qui avaient été déterminés en mars 2016 par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, une fois que l'étude d'impact reçue, le gouvernement voit si ce qu'on attendait de vous dans la directive a bien été couvert par l'étude d'impact avant de lancer le processus d'audience publique. Or, le 22 mars 2019, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a avisé GNL Québec que l'étude d'impact n'était pas conforme aux lignes directrices et qu'il manquait certains éléments d'analyse. Et depuis ce temps-là, on peut comprendre que GNL Québec est en train de compléter son étude d'impact en conséquence. Les prochaines étapes à venir, quant à ce processus-là seulement, bien, c'est lorsque l'étude d'impact va être finalement redéposée et finalement déclarée conforme aux lignes directrices, ben normalement, la période de consultation pourrait débuter dans les semaines, voire les mois qui vont suivant cette approbation, si je peux dire, de l'étude d'impact. Une question qui se soulève, qu'on va voir immédiatement, c'est la question, en tout cas en 2 temps plutôt, de l'impact des gaz à effet de serre en amont et également la question du transport maritime. Alors, pour ce qui est de la question des gaz à effet de serre, l'évaluation de l'impact sur le climat en amont du projet lui-même, on comprend, et c'est une demande qui a été réitérée par les citoyens à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut considérer l'impact de la production de gaz sur le projet lui-même et non ignorer le fait que ces projets-là vont s'alimenter à partir de gaz naturel? Cet enjeu-là, malheureusement, ne trouverait pas de dénouement dans le cadre de ce projet-ci, à moins que l'initiative qui a été déposée par le gouvernement libéral fédéral, à savoir améliorer, amender la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, pourrait venir ou trouver son dénouement avant la fin du processus d'évaluation. Donc, ce à quoi on réfère ici, c'est le projet de loi C-69,
qui effectivement ont introduit l'obligation dans le cadre des évaluations environnementales des projets par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale de tenir compte des gaz à effet de serre en amont des projets. Une demande qui avait été faite à plusieurs reprises par les citoyens, qui avait été finalement retenue par le gouvernement actuel libéral, mais qui a donné lieu au projet de loi C-69, qui est malheureusement bloqué au Sénat, apparemment pour des raisons en partie partisanes de certains sénateurs. Selon ce qu'on... là-dessus, je laisse les journaux en parler puis en faire état, mais selon ce qu'on peut lire dans certains médias, là, il y a un blocage qui est plus de principe ou plus politique qu'autre chose. Et malheureusement, on risque de ne pas voir l'aboutissement de cette initiative législative-là avant les prochaines élections, avec le risque que ces prochaines élections-là laissent peser sur l'ensemble de ce genre de démarches-là actuellement si le gouvernement devait changer. Donc voilà pour ce qui est des gaz à effet de serre en amont. Ensuite, pour ce qui est de l'inclusion du transport maritime, on aurait souhaité, et parce que l'impact du transport maritime découlant de ces projets-là soit évalué et pris en considération. On retiendra que lorsque la... Maintenant, si on passe toujours le volet le projet Énergie Saguenay, mais dans sa perspective plus provinciale, ce projet-là est également assujetti à la procédure d'évaluation environnementale du Québec. En vertu du règlement d'application. On en est où au niveau québécois quant à l'évaluation du projet? Bien, le projet a débuté, tout comme au fédéral, comme on l'a vu tout à l'heure, en novembre 2015 par le dépôt de l'avis de projet par le promoteur au ministère de l'Environnement. S'en est suivi, et là on parle de novembre 2015, s'en est suivi en décembre 2015, quand je vous dis que c'est vraiment pas la faute des gouvernements et des fonctionnaires des ministères concernés que si les processus sont longs à ce niveau-là. Décembre 2015, le ministère publiait sa directive d'étude d'impact pour informer le promoteur des enjeux qu'il souhaitait voir abordés dans une éventuelle étude d'impact. Et à peu près dans le même temps également que pour ce qui est du volet fédéral, en janvier 2019, quand même quelques années après, GNL Québec soumettait son étude d'impact. Actuellement, le ministère est en train d'examiner si l'étude d'impact est conforme et complète par rapport à la directive qui avait été délivrée en décembre 2015. Donc, on est à peu près dans la même approche, on est à peu près à la même étape là, au niveau qu'on l'est au niveau fédéral quant au projet d'énergie Saguenay au Québec. Maintenant, on passe à l'autre projet, le gazoduc. Le gazoduc, encore une fois, fait l'objet d'une évaluation au fédéral et d'une évaluation au provincial. Au fédéral, l'évaluation n'est pas menée par l'Agence canadienne d'évaluation, mais par l'Office national de l'énergie. On se rappellera que à l'époque des conservateurs, à l'époque du gouvernement Harper, il y avait eu des changements pour retirer à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale l'évaluation de certains projets. Étonnamment, toute chose étant relative, mais étonnamment, les projets de pipeline, de gazoduc, finalement, l'évaluation de ces projets-là avait été remise essentiellement à l'Office national de l'énergie, ce qui est encore la situation actuellement, ce qui explique donc que c'est cet organisme-là qui évalue l'impact du projet dans toutes ses composantes. C'est ce qui s'est fait. Le projet a été évalué, c'est-à-dire a été déposé. Les documents ont été soumis à peu près dans le même temps, toujours période novembre 2018, à l'Office national de l'énergie. Pour l'instant, le dossier n'a pas avancé. Le processus n'a pas encore été lancé quant au gazoduc, donc on est en attente des suites à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter pour ce volet-là. Maintenant, pour ce qui est du gazoduc au provincial, donc ce projet-là est assujetti à la procédure d'évaluation environnementale du BAP, donc du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement.
Il a débuté en novembre 2018 par le dépôt de l'avis de projet, tout comme devant l'Office national de l'énergie. Ensuite, le ministère de l'Environnement a suivi dans un délai relativement court par la délivrance, l'émission de sa directive d'études d'impact pour informer le promoteur des différents aspects qu'il souhaiterait, que les différents ministères souhaiteraient voir abordés dans le cadre de l'étude d'impact à venir. Il y a eu, et ça c'est nouveau parce que la procédure avait été là-dessus, entre-temps, a quand même évolué et a changé au gouvernement. On le sait que la loi sur la qualité de l'environnement a fait l'objet d'une importante réforme. Certains volets sont en attente de mise en œuvre, d'autres le sont déjà. En ce qui concerne l'évaluation environnementale, on y a introduit une pré-consultation sur l'étude d'impact pour savoir ce que les citoyens souhaiteraient voir abordé dans l'étude d'impact. C'est un processus qu'on appelle dans le jargon qui est inspiré entre autres de la procédure fédérale, le scoping, qui est une pré-évaluation, une genre de pré-consultation des citoyens sur ce qu'on souhaiterait voir mis dans l'étude d'impact. Cette étape-là est quand même très importante parce que, et ça a été demandé pendant des années, parce que ça permet d'orienter et le promoteur et les citoyens sur ce qu'ils estiment important à voir abordé dans le cadre de l'étude d'impact. Souvent, on peut aborder certains aspects qui, finalement, ne concernent pas beaucoup les citoyens. Or, durant l'audience publique, dans le passé, à défaut d'un tel processus, on voyait ressurgir des préoccupations que par ailleurs le promoteur n'avait pas regardées. Et là, on est rendu à ce moment-là à l'audience publique et il est de loin beaucoup trop tard pour dire, bon, bien, on va reprendre notre étude d'impact, on va se remettre à étudier. Et dans la majorité des cas, ça se fait simplement pas. On amène des petites réponses accessoires, rapides, à des enjeux parfois beaucoup plus sérieux des citoyens. Ça crée de la frustration et l'exercice devient pratiquement une perte de temps alors que l'audience publique aurait pu être beaucoup plus bénéfique pour les citoyens, mais aussi pour le promoteur, parce qu'en bout de ligne, il faut bien comprendre que les processus d'évaluation environnementale servent, un, au gouvernement à prendre sa décision, mais deux, au promoteur pour parfois bonifier ou réorienter son projet. Alors donc, je ferme cette parenthèse-là sur l'importance de cette étape-là de pré-consultation. Et vous allez voir pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là. Parce que le ministère, donc, a consulté les citoyens. Il y a eu 355 personnes qui ont manifesté des éléments de contenu et 40 groupes qui ont présenté des commentaires sur des éléments qu'ils souhaiteraient voir mis ou pris en considération dans l'étude d'impact. Le ministère a publié le 7 février 2019, là, c'est quand même très récent, un sommaire du résultat des consultations, et on a appelé ça les observations sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. Or, ce document-là, très intéressant, qui soulève effectivement beaucoup de demandes fort légitimes des citoyens, a soulevé la question suivante, est-ce que c'est obligatoire pour le promoteur de tenir compte des éléments qui ont été rapportés comme étant des préoccupations des citoyens, ou si c'est facultatif et le cas échéant, qui doit s'en assurer et à quel moment? L'organisme environnemental équitaire a envoyé, suite à cette publication-là, ou suite à la publication des observations, une question précisément sur cet enjeu-là. Comment allez-vous, Monsieur le ministre, tenir compte des observations qui ont été soulevées par les citoyens? Ça a donné lieu à une lettre très intéressante qu'on va voir immédiatement. Alors, dans une réponse envoyée par le ministère de l'Environnement à Équiterre en date du 10 avril 2019, là, c'est presque hier, ça fait à peine un mois, on explique effectivement la procédure, comment elle s'applique et tout ça. Et là, je vous réfère à la slides là, de la présentation et où j'ai pris un extrait de la lettre, où j'ai cité un extrait de la lettre. Au milieu du paragraphe, l'étude d'impact doit décrire les modifications apportées au projet au cours des phases de planification et les mesures d'atténuation prévues en réponse aux observations soulevées à cette étape. On parle de l'étape de la consultation. Enfin, l'étude d'impact indique, s'il y a lieu, les questions et les préoccupations des acteurs consultés, dont les communautés autochtones, auxquelles l'initiateur n'a pas pu répondre et justifie pour quelles raisons ces éléments n'ont pas été traités. La prise en compte des enjeux découlant de la consultation est donc de la responsabilité
de l'initiateur. Ici, ce qu'on doit comprendre, parce qu'il faut le relire 2-3 fois en disant, OK, attendez une minute, là, ce qu'on doit comprendre ici, c'est, vous dites, vous nous consultez, vous informez l'initiateur du projet du résultat de la consultation et vous dites la prise en compte des enjeux doit être donc de la responsabilité de l'initiateur. Et là, on ajoute dans la lettre, le ministère procédera à l'examen de la prise en compte des observations et des enjeux soulevés lors de la consultation sur les enjeux dans le cadre de l'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact. Alors, je vais essayer un petit peu de vulgariser ce qui est dit ici, puis en vous replaçant les étapes. Dans un premier temps, on se rappellera donc le ministère, reçoit l'avis de projet, ça va, émet sa directive en disant, nous, on voudrait que vous analysiez cet élément-là. L'étude d'impact, normalement, est déposée. Et une fois que l'étude d'impact est déposée, ils disent aux promoteurs, non, c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on voulait que vous regardiez, vous avez omis tel élément. Ici, on a introduit dans ce processus-là une étape préliminaire qui est de dire, avant de statuer si l'étude d'impact répond à la demande, on va consulter les gens pour voir par ailleurs, avant que vous rédigiez votre étude d'impact, qu'est-ce qu'eux autres souhaiteraient voir abordé. Et la question qui était précise, qui n'avait pas été posée par Équiterre précisément, c'est est-ce que vous allez obliger le promoteur à tenir compte du contenu? La réponse vient du ministère qui est un peu mi-figue, mi-raisin, si je peux dire, vient dire, écoutez, ça fait partie de l'étape de consulter et la prise en compte des enjeux relèvera éventuellement de la responsabilité de l'initiateur. Relève de la responsabilité de l'initiateur. Ce qu'on doit comprendre, donc, ça va être au promoteur lui-même d'en disposer comme il voudra dans son étude d'impact. Alors, par hypothèse, et quand on dit par après, le ministère, ultimement, refusera la recevabilité de l'étude d'impact en disant « vous recommencez », il y a une espèce de flou artistique ici. Au lieu de dire « oui, c'est obligatoire, oui, ça va devoir être pris en considération », on laisse. En tout cas, on trouve que peut-être c'est une façon d'avoir tourné la lettre qui est moins claire, mais on trouve d'autres que ça aurait pu être beaucoup plus limpide, parce que c'est beaucoup plus clair que ça, selon nous. Vous allez voir tout à l'heure avec ce que je vais vous présenter, une réaction plus structurée envoyée par le CQDE. Le ministère aurait pu dire, oui, ça fait partie intégrante, ça a le même poids finalement que notre directive initiale, et le promoteur se doit de l'intégrer. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est qu'on laisse entendre, c'est à l'initiateur qu'incombe la responsabilité de prendre en considération, et éventuellement, on en disposera lorsqu'on verra ce que dira l'étude d'impact. Qu'est-ce que sera la réaction? Ce qui est malheureux par cette ambiguïté-là, c'est qu'éventuellement, si le ministère dit non, vous n'avez pas compris ce qu'on voulait, ça a le même poids que notre directive et vous auriez dû aborder les aspects que les citoyens voulaient voir abordés. Donc, vous recommencez, mais on va juste y perdre. Tout le monde va y perdre en délai. Je pense surtout aux promoteurs, donc ça aurait peut-être gagné à être plus clair que ça. Ce qui a amené d'ailleurs une réaction là, de Jean Barry là-dessus, tel qu'on le voit, on va le voir dans 2 secondes. Alors, juste en préparation de la conférence que je donnais ce soir, j'ai consulté là-dessus parce que j'étais un peu mêlé moi-même là, sur la compréhension et la conclusion qu'on devait tirer de cette demande-là. Et j'ai consulté Jean Barry là-dessus, qui m'a fait part de cet élément-là. Selon lui, l'analyse qu'il en fait, et là, je vous réfère au document à l'acétate qui porte là-dessus. Selon Jean, c'est tiré d'un courriel qu'il m'envoyait. Selon moi, toujours cette interprétation nouvelle cadre mal avec l'article 9 du règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, qui se lit comme suit. Le ministre doit, dans les 20 jours suivant la fin du délai prescrit par l'article 8, qu'elle transmette à l'initiateur du projet les observations sur les enjeux qui lui ont été communiqués et dont la pertinence justifie l'obligation de leur prise en compte dans l'étude d'impact du projet. Ça ne dit pas, comme Jean Barry le mentionne, ça ne dit pas que c'est à la fin du processus de réalisation de l'étude d'impact, une fois que celle-ci est remise, que le ministre doit statuer, mais dans les 20 jours de la fin de la consultation publique, que la pertinence des enjeux soulevés et l'obligation est décidée. Donc, ça leur aurait gagné probablement la réponse qu'on a reçue à être beaucoup plus clair en disant non, le promoteur n'a pas le choix. Alors, ça va être quelque chose, c'est un élément à suivre et à prendre en considération parce que honnêtement, les remarques et les questions qui avaient été abordées par les citoyens, dont l'obligation d'évaluer en amont
l'impact en matière de gaz à effet de serre du projet. Ça faisait partie, entre autres, d'une des demandes importantes et récurrentes qui avaient été faites par les citoyens et qui sont rapportées dans les observations à suivre. Donc, ça va être intéressant de voir, si le promoteur va avoir pris en considération dans son étude d'impact ces éléments-là, et deux, selon ce qui en aura été traité par le promoteur, quelle va être la réponse du ministère quant à la recevabilité ou non de l'étude d'impact avant de lancer les audiences publiques afin que cette démarche-là, au minimum, soit utile à tout le monde. Maintenant, je termine en rappelant des demandes qui ont été faites entourant la processus, des principales revendications finalement des citoyens et des groupes environnementaux. Peut-être que d'autres conférenciers vont y faire référence également. Mais les groupes ont réitéré, bon, on en a soulevé pour les fins de notre présentation 3. D'abord de consulter les Premières Nations. Ce sont par ailleurs des processus de consultation. On en a vu là, plusieurs tout à l'heure depuis quelques minutes, ceux de l'Office national de l'énergie et tout ça, mais il faut pas perdre de vue que l'obligation de consulter les Premières Nations, c'est une obligation autonome en soi, parallèle, qui découle d'un autre cadre juridique que celui qui a amené les processus qu'on vient de voir tout à l'heure. Autrement dit, les Premières Nations ont une obligation de consulter découlant de différents jugements dans les dernières années là, qui ont été rendus par la Cour suprême principalement, encadrant le pouvoir de décision des autorités gouvernementales, fédérales, provinciales, dans une perspective de consultation dans le cadre des obligations fiduciaires que les gouvernements ont à l'égard des Premières Nations. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même cadre procédural. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des lois qui, n'eût été de ces lois-là, nous, la balance, là, les non-autochtones, les personnes qui ne sont pas assujetties à cette obligation de consulter des Premières Nations, on n'aurait jamais eu de processus de consultation. Donc, nous, l'étendue de ce qu'on nous accorde comme processus est liée à ces lois-là. Quant aux Premières Nations, de par la nature de leurs droits, c'est peut-être des mécanismes moins précis que tous les détails qu'on peut retrouver dans les différentes lois qu'on a vues tout à l'heure. C'est un mécanisme plus général, mais beaucoup plus global et de par son caractère un peu plus flou de l'obligation de consulter, ça leur permet ou ça leur donne quand même une marge de manœuvre que bien souvent on n'a pas nous-mêmes quand on veut être entendu, qui doit être entendu, comment, sur quels enjeux, etc., etc. Donc, c'est un droit, ce sont des droits donnés aux Premières Nations moins précis qui découlent d'une obligation en parallèle à ce que les lois prévoient actuellement, un peu plus flou, comme je le mentionne, mais à quelques égards beaucoup plus solide, si je peux dire, puis beaucoup plus contraignant. Et on l'a vu parce que dans certains cas, ça l'a amené des obligations de recommencer complètement leur consultation par les gouvernements pour avoir fait défaut de les avoir adéquatement consultés. Alors donc, je ferme la parenthèse, c'est quand même un enjeu qui est une demande qui est importante. Deuxième élément, ça a été demandé, ça n'a pas été accordé, qu'il y ait des évaluations conjointes fédérales provinciales. Donc, on préfère multiplier, donc c'est comme ça que ça va se faire. Et à tort ou à raison, c'est la décision qui a été prise. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'examen conjoint fédéral-provincial de l'un ou l'autre des projets. Enfin, l'autre demande, c'est qu'on s'assure du respect de la loi sur les espèces menacées. C'est quand même une demande qui n'est pas banale parce qu'on sait que le projet va se faire dans un habitat essentiel du beluga et on sait ce que peut représenter le beluga pour les Québécois, mais également pour l'ensemble des partisans d'une protection de l'environnement minimale. Et j'y reviens, je termine sur cette dernière slide-là d'ailleurs. On se rappellera tous, et c'est pour ça que j'ai intitulé Kakuna et les leçons à tirer du passé. Écoutez,
ce que je veux simplement mentionner, puis c'est pas des menaces ici, c'est simplement peut-être rappeler l'utilité des processus d'évaluation environnementale. On se donne beaucoup de troubles, on fait des études d'impact, des études sur l'impact environnemental anticipé d'un projet. C'est à ça que sert ce processus-là, je l'ai dit tout à l'heure, de manière à permettre d'avoir une décision plus éclairée des autorités publiques avant de délivrer des permis, mais également d'informer à la fois les citoyens, puis également les promoteurs sur les différents enjeux que peuvent soulever leurs projets et sur les impacts que ces projets-là vont avoir. L'objectif ultime, c'est effectivement d'avoir de bons projets en termes d'impact environnemental et peut-être d'en écarter des mauvais projets. Et c'est pour ça qu'on doit pas considérer les processus d'évaluation environnementale comme une plaie qu'on doit traverser. J'entends souvent, ça c'est un peu un commentaire qu'on entend de la part des promoteurs. C'est un passage obligé pour essayer de convaincre les gens ou d'essayer d'amener les gouvernements à apaiser une certaine grogne. C'est pas juste ça. C'est simple. C'est surtout pour nous permettre de prendre de meilleures décisions, des décisions plus éclairées. Euh, et une conclusion importante à ajouter, tout ne se compense pas. On a cette tendance-là, lorsqu'un projet est lancé, à dire, bien, regardez, on va vous montrer que d'abord c'est un bon projet et que s'il y a des impacts, on va être capable de passer outre et de passer par-dessus et de compenser. On le voit dans les milieux humides, il n'en reste plus. Et c'est d'autant plus important d'attirer l'attention sur cette phrase-là que je viens de mentionner, que tout ne se compense pas. Lorsqu'on regarde le dernier rapport qui a été rendu par les Nations Unies sur la biodiversité, il y a quelques jours à peine, où 1 million d'espèces sont menacées de par le monde. Sur 8 millions, c'est 1/8 des espèces vivantes sont menacées. On parle de la 6e plus grande extinction des espèces. Donc, et encore une fois, ce qu'on conclut, les Nations Unies, c'est que cette extinction-là n'est due qu'à nos pratiques à nous, qu'aux pratiques, qu'à la déforestation, qu'à l'artificialisation des sols, la disparition des milieux humides, la surexploitation des ressources. Donc, autrement dit, c'est la faute de l'être humain actuellement de faire disparaître autant d'espèces. Donc, je reviens à notre petit dossier ici. S'il y a des belugas qui sont une espèce en voie de disparition, qui pourraient être menacés, c'est correct qu'on l'évalue, c'est correct qu'on le sache, mais il faudrait éventuellement, dépendant, j'anticipe pas sur les conclusions, mais j'espère qu'on va être capable de tirer de bonnes conclusions, des conclusions justes, et qu'on va être capable d'avoir le courage de prendre des décisions qui s'imposent et qu'on ne cherchera pas à tenter de compenser, parce que lorsqu'on parle d'espèces en voie de disparition, on l'a vu dans le dossier de TransCanada, et c'est pas des combats faciles juridiquement, je dois vous le dire, pour en avoir été l'artisan. Les tribunaux sont extrêmement froids à évaluer l'appréciation de l'exercice discrétionnaire des pouvoirs du gouvernement, de l'État, du ministre de l'Environnement. Et ça a été une bonne décision rendue dans le dossier Kakuna. L'envers de cette médaille-là, c'est que les gouvernements parfois apprennent de ces, entre guillemets, leurs erreurs à ce niveau-là. Et effectivement, dépendant de comment la décision peut être prise ou enrobée ou présentée, ça peut faire la différence entre être capable de casser une décision qui apparaît mauvaise en termes d'environnement, de l'incapacité pour les tribunaux de la reviser. Alors, je dis ça parce que ce que je veux simplement soulever, on n'est pas dans un combat à tout prix, puis on n'a pas nécessairement le Centre de droit de l'environnement ou n'importe quel juriste. On n'est pas là pour poursuivre et menacer de poursuivre. Il n'y a personne qui a le goût de perdre son temps et son argent. Mais surtout, c'est pas évident non plus. Et si on peut traverser au stade de l'évaluation environnementale, au stade où on est actuellement, des processus de consultation, si on peut consulter les gens, tirer des conclusions adéquates et possiblement réorienter complètement certains projets, voire les interdire éventuellement, parce qu'il va falloir un jour commencer à dire non à des projets mauvais. Et des projets mauvais, il y en a eu dans le passé parce que la planète ne serait pas dans l'état qu'elle est rendue là si ça n'avait été que tous que des bons projets. Donc, je dis simplement, donnons-nous la peine de bien faire les choses dès maintenant. Évitons d'avoir même à se poser la question si qu'est-ce qu'on fait avec les permis qui auront été délivrés éventuellement, parce qu'il n'est vraiment pas évident qu'on va être capable à cette dernière étape-là d'intervenir puis d'essayer de demander aux tribunaux de faire des miracles pour renverser une décision d'un gouvernement qui aurait par ailleurs pris, selon
selon certains intervenants, de mauvaises décisions. Quand elle va être prise, fort probablement que ça ne va être pas renversable éventuellement. Donc, faisons bien les choses dès maintenant. Écoutons les citoyens, écoutons les gens, puis et prenons et arbitrons s'il faut et essayons d'intégrer les perspectives, les paramètres et les conclusions qui s'imposent avec ces projets-là et tous les autres à venir. Bien, merci. Puis, je prendrai les questions qui vont suivre. Merci, bye.